Radio Nova. Le score, du bon son, de la conversation sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Et bienvenue dans le score, au programme du jour de la musique, de la conversation et un livre remarquable, celui du journaliste Paul Gasnier. Bien connu des aficionados de quotidien, sur TMC, il signe un premier récit déjà dans la première liste des Goncourables. On en parle avec lui juste après l'actu du jour. Le score. L'actu du jour. Non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Et c'est d'un livre d'une toute autre nature dont j'ai décidé de vous parler, un livre dont la sortie a été annoncée hier sur Instagram par celui qui est l'objet même du bouquin. Et l'homme en question est un torrent d'émotions. Cet homme qui pleure et qui rit, c'est Philippe Catherine, puisque paraît aujourd'hui aux éditions Hugo Images Wagram Livre Le Petit Catherine illustré, soit 300 fulgurances, aphorismes, citations et autres perles de sagesse en chansons avec en prime des illustrations de la main du maître. Exemple, je cite, « Le génie humain est infini, bientôt on fera rouler des autos aux cérumènes et pourquoi pas à la sueur ». Ceci est extrait d'une interview dans le Late d'Alain Chabat. Ou encore, « Je mesure 1m78, les pieds propres ». Ça, c'était dans un podcast du journal L'Équipe. Prononcé aussi lors de son live au Zénith en avril dernier, ouvrez les guillemets, « Les fesses, c'est la literie du corps ». Ou encore, et c'est pas loin d'être ma préférée, extraite d'une interview dans l'émission On n'est pas couché. Quand j'étais à l'école, ma mère m'a écrit un mot d'excuse. Philippe ne peut pas aller à la piscine parce qu'il a de grosses narines. C'est ce que j'appelle de l'éducation. Fin de citation. Avis à tous les parents, tous ces conseils très avisés sont à retrouver dans Le Petit Catherine illustré. Et on écoute l'un des titres directement cités dans l'ouvrage, Sous mon bob. Le score. 18h30, 20h. Charline Roux. Sur Radio Nova. Et ma mission aujourd'hui, puisque je l'ai accepté, est de réussir à articuler des phrases intelligibles en dépit de mon menton qui risque de trembler. Rares sont les livres capables de vous mettre KO dès le premier chapitre, avec néanmoins l'envie de poursuivre, ce grâce à une grande intelligence dans le propos et une grande sensibilité. Celui de mon invité est de cela. Il est journaliste, il est de toute évidence un auteur très doué, il est une figure publique tous les soirs dans ma télé, dans la vôtre. Il est pourtant très discret. Il s'appelle Paul Gasnier, vous pouvez lui ajouter la particule de quotidien. Il a publié La Collision chez Gallimard, l'un des meilleurs livres de la rentrée, l'un des plus bouleversants. Oui, bonjour Paul Gasnier. Bonjour. Voilà. Merci de votre accueil. Je dis non, mais du coup je vais être un peu, c'est bien comme un peu intro. étrange. La particule de quotidien. Ça, ouais, c'est un peu comme de la comédie française. Oui, c'est une une particule. Le 7 septembre 2021, sur ton compte Twitter, parce que je crois qu'on disait encore Twitter à l'époque, ouais, tu écrivais « Incroyablement fier de la stupéfiante et talentueuse Lilia Hassen, présélectionnée pour le Goncourt 2021 ». C'était ta camarade de quotidien. Tu faisais quoi le 3 septembre dernier ? Je faisais quoi le 3 septembre dernier ? Quand tu as été publié la première liste du Goncourt. Alors, figure-toi qu'ils ne te préviennent pas. Donc, c'est un ami qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit « Waouh, truc de dingue, mec !» Je ne savais pas à quoi il faisait référence. Et il m'a dit que j'étais sur la liste du Goncourt. Donc, je suis allé sur le compte Instagram de l'Académie Goncourt, car ils ont un compte Instagram, ils sont modernes. Et c'est là que j'ai vu que j'étais sur la liste. Et j'étais le premier surpris, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne te préviennent pas, ils ne te racontent pas comment ça s'est fait, les délibérations. Donc, c'est vraiment... c'est complètement opaque. Et il se trouve que j'étais sur la première liste. Mais tu es resté très tranquille, très serein, très... Il y a eu beaucoup de textos, les gens de Gallimard étaient très contents, eux aussi sans doute un peu surpris. Non, c'est quand même énorme pour un premier livre, surtout quand on voit les gens à côté desquels j'étais, c'est-à-dire Emmanuel Carrère, Maria Pourchet, Natacha Apana, enfin que des auteurs que j'adore et qui sont eux vraiment talentueux. Et voilà, je pense que ça ira pas au-delà de la première liste, mais c'est pas mardi prochain. Ouais, mardi prochain, le 7 octobre. Alors du coup, cette fois, comme tu es prévenu que ça va être... Je sais même pas à quelle heure ça tombe. Généralement, c'est un peu avant midi, je crois. On verra, je serai... À l'heure du déjeuner. Comme je suis quasiment sûr à 99% que je ne serai pas dessus, je continuerai ma vie comme si de rien n'était. Il y a une règle dans cette émission, l'invité doit choisir 5 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, et pour mon plus grand plaisir, je suis obligée de le dire, tu as choisi Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Oui. On en parle juste après. J'étais en terminale. Le score. Jusqu'à 20h. Sur Radio Nova. On parle de La Collision, un premier livre paru chez Gallimard. Si tu le permets, en guise d'introduction, je voudrais lire tes mots, enfin en tout cas la fin du tout premier chapitre du livre.
Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément, selon l'horloge intégrée aux caméras de surveillance municipale, Saïd, 18 ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse, en roue arrière, sur une motocross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de 54 ans qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c'était ma mère. L'hôpital Lyon-Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. Ce livre est le récit de cette collision qui n'est ni un accident ni un meurtre. Une histoire française du début du XXIe siècle où deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés dans un pays éclaté et malade. C'est pas tant un livre sur le deuil. Non. C'est plus une enquête intime, sociologique et de fait un peu politique. Je trouve que cette fin de premier chapitre ouvre cette voie-là. Oui, absolument. Moi, je voulais éviter de faire un livre de deuil parce que j'ai eu le malheur dans mes jeunes années de lire Albert Cohen, le livre de ma mère. Il est impossible d'écrire sur le deuil maternel après ça. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est moins le fait de perdre sa mère, parce que ça, c'est une expérience que tout le monde connaît ou a connue ou connaîtra. Non, c'est plus les circonstances de sa mort et qui sont uniques et qui racontent beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé dans l'histoire de cette collision, c'était de décortiquer ce qui est au fond un fait divers pour voir ce que ça disait de notre société. Et en fait, ça dit énormément de choses. Si on retourne au tout début du chapitre, on est au cœur d'un meeting de campagne d'Éric Zemmour en 2022. Je ne cite pas dans le livre, mais que tu as reconnu. C'est le fameux meeting dans lequel il est question d'ensauvagement. De fait, le mot était assez parlant. Et c'est ce meeting-là qui a servi de déclic pour l'écriture. Oui, c'était la campagne présidentielle de 2022 au sens large, mais c'était vraiment ce meeting qui m'avait vraiment remué et qui m'a habité quand même pas mal de temps après, où j'avais jamais assisté à des discours aussi brutaux, aussi radicaux sur la délinquance. C'était vraiment un discours où il parlait des Arabes qui tuaient des Français blancs tous les jours, les francocides, qui appelaient les citoyens à s'armer pour répondre à la délinquance. Enfin, c'était absolument hallucinant. Et en fait, la pensée qui ne me quittait pas, c'était que ce que j'avais vécu, ce que ma mère avait vécu, était une illustration parfaite de son discours. Donc j'étais au cœur d'un paradoxe qui m'a semblé intéressant de creuser, qui était que moi j'avais vécu quelque chose qui illustrait parfaitement ce qu'il dénonçait, qui aurait pu peut-être me faire basculer de son côté. Et ça a été le point de départ de l'écriture. Il aurait pu être ton épouvantail à toi. Oui, absolument. Tu dis que à la fois ta mère comme son tueur sont deux archétypes, et tu n'écris en réalité que sur un seul de ces deux archétypes, en l'occurrence Saïd, en lui tournant autour, en interrogeant policiers, avocats, éducateurs, magistrats, sa sœur. C'est son portrait à lui, de fait, qu'on lit. Pourquoi ? Parce que la figure du délinquant maghrébin, c'est devenu une figure centrale du débat public qui hystérise absolument la conversation. Il suffit de le voir après chaque lendemain de victoire du PSG, après chaque lendemain d'émeutes en banlieue ou de faits divers où ils sont impliqués. C'est vraiment, c'est devenu un archétype de notre conversation publique, et ça c'est nouveau. C'était pas le cas, il me semble, à ce point-là il y a 30 ans. Et moi j'ai voulu humaniser cette figure-là. Alors c'était pas une démarche facile parce qu'en l'occurrence, il cochait toutes les cases et c'est lui qui m'a rendu orphelin. Mais ouais, c'est ce personnage-là qui m'a intéressé, un peu fasciné à un moment, et c'est lui que j'ai voulu creuser davantage que ma mère. Ouais. Pour le présenter de cette manière-là, comme tu le fais dans le livre, il fallait du recul, et c'est un temps qu'on ne s'accorde plus du tout aujourd'hui quand il est question de ce qu'on appelle des faits divers. Tu t'en es rendu compte en écrivant ? Ça a pris plus de 10 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire plus de 10 ans après l'accident. Donc, le recul, il était là. J'aurais été incapable d'écrire ça juste après la collision. Et même le traitement médiatique, j'imagine, ne serait pas le même aujourd'hui. Des faits divers, tu veux dire ? Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, l'accident a eu lieu le 6 juin 2012. À l'époque, les médias Bolloré n'existaient pas, les chaînes info n'étaient pas aussi puissantes et hystériques qu'elles le sont aujourd'hui. Et l'écho de cet accident n'avait pas dépassé la presse locale. Mais aujourd'hui, ça tiendrait 4 jours de bandeau CNews, cette histoire, peut-être même une semaine. C'est tellement manichéen à première vue, ça coche tellement toutes les cases des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a un coupable parfait et une victime idéale que, ça c'est clair, aujourd'hui... Ça participerait de ce grand phénomène de commentaires de faits divers dans lequel on est entré. L'écriture est absolument remarquable, à l'os, comme peut écrire un journaliste, et en même temps hyper incarnée et de fait absolument bouleversante tout en étant très pudique. Quelle ligne est-ce que tu t'es fixée ? La ligne que je me suis fixée, c'était d'éviter les écueils évidents qui étaient le pathos, le registre
misérabiliste, doloriste. Je voulais pas pleurnicher sur le fait d'avoir perdu sa mère. Ça, c'est pas très intéressant. Et il y avait quand même une ligne de crête à tenir qui était évidemment ne pas donner du grain à moudre aux populistes que je dénonce, que je combats aussi dans mon travail, et en même temps ne pas avoir un regard trop complaisant et angélique sur la délinquance qui peut être l'excès inverse par lequel beaucoup de gens pêchent. C'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement équilibré, mais comme alors équilibré dans le sens équilibriste aussi. Ouais, parce qu'il traite de sujets inflammables qui nous rendent fous. La délinquance, c'est un sujet qui rend fou. La violence urbaine et l'insécurité, on ne sait jamais comment le traiter. La droite en fait l'alpha et l'oméga de toute sa grille de lecture politique du pays. La gauche refuse d'en parler en se pinçant le nez parce qu'elle considère que c'est pas un sujet valable ou suffisamment important. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'elle perd chaque élection. Et voilà, moi je me retrouve au milieu de tout ça et j'essaye de parler de mon histoire à la première personne du singulier, sans tomber dans un biais idéologique d'un côté ou de l'autre. On poursuit la conversation dans un instant, une petite pause musicale avec un deuxième titre que tu as choisi. Alors pour une raison que je vais te laisser expliquer. Oula. Cardigans et Loveful. Oui, Loveful. Alors je n'aime pas cette chanson, mais ma sœur adorait le film Roméo plus Juliette, qui est un très bon film et dont le titre est la bande originale, et ça me rendait ouf quand elle écoutait ça à fond dans sa chambre. Donc c'est un petit clin d'œil à ma sœur que j'adore. Et du coup, tu te l'imposes aujourd'hui. Hélas, elle a gagné. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Hills sur Nova, Mr. Is Beautiful Blues, tout simplement parce que je trouvais que cette chanson s'accordait assez bien avec le propos du jour, en l'occurrence celui du roman de Paul Gasnier, La Collision, dont on parle aujourd'hui, un roman, je dis roman d'ailleurs, récit, je l'ai dit trop vite. Un récit du réel. Absolument. Paru chez Gallimard. Je me suis demandé qui est la première personne à avoir lu le livre. À part mon éditeur, je veux dire. Alors les deux personnes à qui j'ai fait valider le manuscrit, c'était évidemment mon père et ma sœur. Et c'était surtout important d'avoir le feu vert de mon père, parce que je raconte quand même son histoire de bien couple. Je raconte la femme avec qui il a vécu pendant 30 ans. Et heureusement, j'ai eu son accord assez vite et il a tout validé. Je pose la question parce que pas mal de tes camarades d'école, je vais dire, ont découvert, disent-ils, ton histoire à travers ce récit. Quasiment tout le monde, c'est-à-dire que moi j'en parlais à personne. Enfin, si on me posait la question que font tes parents, je répondais honnêtement, mais c'était pas un sujet tabou ni secret, c'est juste que je suis de nature assez pudique et réservé, donc je m'étends pas trop sur mon histoire familiale. Le livre parce que ce livre vient contredire, parce que c'est ce que je fais sur 170 pages. Mais de manière vraiment très particulière, je le redis. Le livre pose une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de sa colère ? Toi, tu écris « Là où la colère constituerait une fuite confortable, il y a presque une responsabilité collective à faire quelque chose de cette histoire, ne serait-ce que pour donner tort à une époque empoisonnée par le ressentiment et les regards en coin. » Ça ressemble à une mission quand même. Au-delà bien sûr, c'est pour ça que ça a pris du temps. Qu'est-ce qu'on fait de la colère ? On la sublime en créant quelque chose et on essaie de faire quelque chose de ce qu'on nous a fait. Moi, j'ai été pas mal inspiré par tous les récits qu'il y a eu sur les violences sexuelles. Il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières années et je pense que ça s'inscrit un peu dans cette démarche. C'est-à-dire, on a vécu quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir, évidemment. C'est pas le même trauma du tout, mais voilà, on a vécu quelque chose qui nous a marqué, qui nous habite, qui nous fait vivre sous l'emprise de passions mauvaises, de ressentiments, de rancœur qui nous font toujours regarder en arrière vers cet événement. Et c'était pour avancer plus sereinement dans la vie que je tenais à tourner cette page. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Et c'est un livre que je trouve par plein d'aspects très spirituels. Tu mentionnes par exemple le tikkun olam, qui est un concept issu de la philosophie de la littérature juive, que je te laisse expliquer. Oui, qui est un concept qui explique que la réflexion du monde, que l'embellissement du monde passe avant tout par sa petite personne et par notre premier cercle, et en réglant les problèmes qu'on a avec des individus qu'on a croisés. C'est-à-dire, moi, c'était Saïd, le jeune qui a tué ma mère. Et voilà, si on prétend améliorer le monde, autant commencer par soi. C'est une approche gandhienne aussi. Ouais. Et est-ce que tous les gens que tu as contactés pour mener à bien ce récit ont d'emblée compris ta démarche? Ils ont tous accepté de me voir. Alors ça m'a vraiment surpris, y compris ceux qui avaient des règles déontologiques qu'ils auraient pu brandir pour refuser de me recevoir. Les magistrats, avocats, les avocats, les magistrats, les policiers, enfin vraiment tout le monde m'a ouvert ses portes parce que tout le monde a été traumatisé par cet accident. Moi, quand j'ai contacté les magistrats, les avocats, les policiers, les éducateurs sociaux, on était plus de 10 ans après l'événement, je me suis dit ça va être compliqué, je vais devoir leur demander de fouiller leur mémoire, et en fait pas du tout, ils se souvenaient très bien. Ils me laissaient pas finir ma phrase d'introduction, ils disaient attendez, non, je vois très bien qui vous êtes, je me souviens très bien de votre mère, c'était dans telle rue, c'était à peu près à cette date. Je fais ouais, bien sûr. Et cet accident il a marqué le centre-ville de Lyon.
encore aujourd'hui. On parlait de Saïd, donc l'homme qui a pris la vie de ta mère, en fait, j'en parlais en tout cas comme d'un épouvantail. Et en fait, à lire le livre, on se rend bien compte que le problème qui pourrait être identifié par des extrémistes comme étant ses origines, c'est un jeune homme maghrébin, moi je me suis dit que le problème c'était peut-être autant qu'il était tout simplement un garçon. Je trouve que le livre met en relief la culture hyper viriliste dans laquelle on vit. Ah bah c'est clair, le rodeo urbain c'est que ça, il n'y a pas plus phallique comme geste que de dresser ce guidon le plus longtemps possible, quitte à faire du mal autour de soi, quoi. Enfin, le rodeo urbain, c'est un acte ultra viriliste. Ouais. Et lui baignait en plus dans une culture alors je sais pas comment la qualifier en étant politiquement correct, mais une culture de banlieue, une culture de rap qui glorifie absolument le fric, les gonzesses faciles. Voilà quoi, c'est aussi le procès du patriarcat qui est fait à travers. Ouais. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et ne serait-ce qu'aussi parce qu'en contrepoint... C'est la première fois qu'on me le dit comme ça, mais ouais, absolument. Moi, ça m'a frappé. Après, c'est peut-être aussi des maraudes très personnelles, mais je me suis dit qu'il y a vraiment aussi quelque chose à travailler sur cette culture extrêmement viriliste, surtout qu'en miroir... C'est pas des filles qui font des roues arrière en motocross en centre-ville, voilà, généralement. Surtout qu'il y a une figure qui est celle de ta mère, dont on sent que c'était la bonté même, et il y a une autre figure qui est la sœur de Saïd, qui est une figure extrêmement lumineuse et qui a pourtant pas une place non plus très évidente. Comme quoi les origines ne font pas les comportements. Ouais, sa sœur a accepté de me rencontrer, et alors c'était fort comme rendez-vous parce qu'elle a connu les deux phases du deuil, c'est-à-dire que son grand frère a été assassiné près de Lyon dans une histoire de règlement de compte, et son petit frère quelques mois plus tard est coupable d'avoir tué. Donc elle se retrouve dans cette situation où elle comprend parfaitement le deuil que moi je vis, et en même temps elle me parle de son petit frère qui a tué ma mère et qui est un garçon qu'elle aime, qu'elle chérit, qu'elle épaule dans la vie, qu'elle accompagne à chaque fois qu'il cherche des pistes de réinsertion quand il sort de prison ou de chez le juge, et c'était une figure de résilience, de sœur courage qui m'a vraiment qui m'a vraiment bluffé. Au début, notre relation était pas facile au début, c'était un petit peu embarrassant les premières minutes qu'on a passées ensemble, et en fait on s'est vu 4 heures, on n'a pas pu s'arrêter de parler de la collision qui avait changé nos vies à tous les deux. En exergue du livre, 2 citations, une de Paul Valéry, « Les morts n'ont plus que les vivants pour ressources », et c'est la deuxième, moi, qui m'a frappée, c'est signé Virginie Despentes, « Cette passion qu'ont les riches pour l'histoire de leur petite famille ». Ouais, c'est une phrase que je m'étais notée quand j'avais lu Cher connard, qui m'avait fait sourire. C'est vrai que je me disais, c'est rigolo quand même, c'est toujours des bourges qui racontent l'histoire de leur famille, ce que je fais absolument avec ce livre, et c'est aussi un clin d'œil à Virginie Despentes, qui tire son nom de plume des Pentes de la Croix-Rousse, qui est le quartier de Lyon où se déroule la collision. Je le redis, parce que j'ai pas l'occasion de le faire tout le temps. C'est un livre remarquable qui, moi, m'a remué, y compris à des endroits que je ne soupçonnais pas. Ça s'appelle La Collision, c'est paru chez Gallimard. Et comme je le disais en début d'émission, tu es d'un naturel plutôt discret. Alors, à suivre, une interview dossier. Et on écoutera aussi Daft Punk. Le score, jusqu'à 20h, sur Radio Nova. Daft Punk sur Nova, Harder, Better, Faster, Stronger, le choix de Paul Gasnier, l'invité du score aujourd'hui. Pourquoi ce titre particulier de Daft Punk ? Est-ce qu'il faut absolument expliquer Daft Punk ? Voilà, ça voilà. Daft Punk, tout court. J'ai annoncé des dossiers. Alors, n'étant pas Élise Lucet, on est clairement vraiment sur de la légèreté. Il n'y a pas de... Ce qui ne m'empêchera pas d'enquêter, puisque j'ai ouï dire que Paul Gasnier avait quelques talents d'imitation. Est-ce une fake news ? Je sais d'où ça vient. Écoute, je sais pas si c'est un talent d'imitation, mais j'aime bien parler comme le président. Mais comme c'est une imitation que tout le monde fait, je vais pas m'y risquer. Mais avec un petit gramme dans le sang, j'aime bien parler comme Sarkozy en soirée. Ouais. On m'a parlé de Donald aussi. Ah, de Donald Trump ? Duck aussi, peut-être, non ? Non, pas Duck. Non, Donald Trump. Je tente, des pistes. I'll do my best, but I'm very tired. Mark my words. Ouais, vraiment, sur la gestuelle, c'est vraiment bien. Non, je suis très contente. Ouvrons maintenant le dossier musique. Si, tu sais où je vais en venir. 2010, sortie d'un concert pour lequel l'idole Peter Doherty est monté sur scène. Un fan est interrogé sur le show. C'était super cool. Je m'attendais à ce que plein de monde monte sur scène et tout. Mais en fait, c'était super bien. Il était super. Sans faute. Mais qui est ce jeune homme ? Eh bien, c'est moi. J'en profite pour lancer un appel à la population. Ne répondez jamais au micro de Quotidien ou du Petit Journal à l'époque. C'est un piège. Il n'oublie rien. Pete Doherty, c'était à la Maroquinerie ou à la Bellevilloise. Et sortie de concert. Je l'avais vu une dizaine de fois à cette période. Il faisait beaucoup de concerts à Paris. Et voilà, quoi. J'ai parole de fan. Toujours fan ?
Ouais, un peu, c'est moins excessif qu'avant, mais ouais, j'aime beaucoup ce monsieur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Musique toujours dans la catégorie fanboying. Voici ce que donne quand on met Paul Gastinier face à Julian Casablancas. En fait, j'adore ce que vous faites parce que vous êtes un des derniers qui fait du rock à l'ancienne, sale. Vous hurlez dans le micro, on sort de là, ça casse les oreilles. Et je trouve qu'aujourd'hui, la pop, elle est faite avec des algorithmes, elle est très aseptisée. Et vous êtes un des derniers rockers qui fait ça à l'ancienne. On a l'impression d'entendre un groupe de lycée dans son garage à chaque fois qu'on vous voit. Face au sémillant, Julian Casablancas. C'est pas rien quand même de rencontrer Julian Casablancas. Non, mais je voudrais que tu m'expliques le concept de rock sale. De rock sale, ouais. C'est un rock, on a les semelles qui collent dans le bar, ouais. C'est un rock saturé, qui fait un peu mal aux oreilles quand on l'écoute trop longtemps, c'est du rock sale quoi. C'est ça tient au lieu autant qu'au groupe. Ah ouais, pour moi ouais. Et puis en fait quand on écoute les Strokes, on a l'odeur de la bière sans bulle quoi. Et ça rappelle trop de soirées. Ils vont mettre ça sur leurs affiches, je pense maintenant. Et enfin, on sort de la musique et c'est à un confrère que je laisse la parole, le tien, pendant un temps au sein de l'équipe de Quotidien, le mien désormais, puisqu'il officie chaque matin aux côtés de ses Gorafétins sur cette vénérable antenne. Asdine Abed Chaouch. Coucou frérot, c'est Asdine. Tu crois que tu allais y échapper à la question de ton ancien camarade. Oui, j'ai un vrai truc comme ça qui me turlupine, comme on dit. T'es un journaliste, alors j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi polyvalent, bon sur tous les sujets, politique, t'es hyper fort, tu parles toutes les langues, un sujet justice, t'es trop bon, tu bosses bien, t'as plein de culture. Mais alors il y a un domaine dans lequel j'ai été surpris de voir quelqu'un aussi nul de toute ma vie, je te promets, c'est le foot. Et j'avais été étonné lorsqu'un jour tu m'avais posé cette question juste avant la dernière Coupe du Monde. Tu m'avais dit, est-ce que le PSG sera fort dans cette Coupe du Monde ? Et là je t'ai regardé. Je t'ai dit, mais non, c'est pas possible. Le PSG, c'est pas en Coupe du Monde, c'est les pays en Coupe du Monde. Et là, tu me disais en plus que tu voulais faire la Coupe du Monde pour Quotidien, à couvrir. Heureusement, tu étais nul, donc j'y suis allé à ta place. Donc, j'avais une question très simple. Comment tu as fait pour passer à côté de ça et d'être, peut-être, disons-le, le journaliste français le plus nul en foot ? Alors peut-être que ça aurait responsable de ses propos. C'est dur de le contredire parce qu'il a raison. C'est vrai que j'y connais absolument rien. Pourtant j'ai tout suivi en 98 quand j'étais en CM2 et que la France était en et ça finale. Suffit de rappeler les dates avec sa prime jeunesse. Hein. Ouais, alors il y a des gens qui travaillaient en 98. Je rappelle la classe dans laquelle j'étais. Et depuis 98 c'est le trou noir quoi. Je suis incapable de te citer 2 joueurs du PSG, de Madrid. J'y connais un. Ce qui m'exclut de pas mal de conversations à Quotidien les lendemains de match quand ils décryptent le Classico, là Étienne Carbonnier, Abdassal. Asdine quand il était là, tous c'est vraiment des malades de foot et moi c'est des conversations où je suis au fond de la salle reclus dans un coin et j'attends que ça passe. Je peux pas m'expliquer le hors-jeu de fait. La tête sur le bio ou un flingue sur la tempe, je serais incapable de t'expliquer ça. Je préfère la mort. Donc pas de foot. On a parlé de lui il y a un instant. J'ai eu droit à une dérogation, figure-toi, pour te jouer ce titre. Et ça me fait très plaisir. On va écouter les Baby Shambles avec Delivery. Le score sur Radio Nova. Je voudrais qu'on parle évidemment et aussi de ton travail au sein des équipes de Quotidien. Tu as sillonné le monde, notamment en bon nombre de zones de conflit. On se souvient notamment de ce duplex depuis l'Ukraine, c'était en 2023, me semble-t-il, et de la bombe qui a explosé à proximité quelques secondes avant la prise d'antenne. Certes, la peur n'évite pas le danger, mais comment est-ce que toi tu gères tout ça ? Alors, je suis pas retourné en Ukraine depuis plus d'1 an, mais en tout cas, c'est un moment qui a vraiment changé énormément de choses pour moi parce que j'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Ouais. Moi et mon équipe, on était 3, 4 avec le fixeur, on était 4. Et ouais, c'est quelque chose. Autant avant, je partais un peu la fleur au fusil en me disant, ouais, c'est quand même hyper excitant et je me donnais des sensations en me rapprochant du front. Autant là, j'y réfléchirais à 3 fois parce que j'ai pas envie de perdre ma vie pour un sujet de 4 minutes à la télévision. Et je voulais te demander aussi, on parlait de l'extrême polarisation du monde dans lequel on vit aujourd'hui et aussi d'une forme de défiance à l'égard des gens qui informent. Est-ce que c'est plus compliqué que jamais d'exercer ? Oui, et on le voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'on se fait très souvent apostropher souvent par des militants qui viennent quasi exclusivement de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Et oui, c'est compliqué parce qu'on a souvent des procès en légitimité, et ça je le vois aussi dans mes conversations avec des gens que je rencontre en soirée ou dans des bars, et me disent ouais, mais alors pourquoi lui donne son avis, il a jamais été élu, c'est quoi sa légitimité, c'est quoi votre légitimité en tant que journaliste pour apporter votre regard sur l'information. Et ça, c'est une question à laquelle tous les journalistes doivent être prêts à répondre parce qu'on va la leur poser de plus en plus et ça ne va pas s'arranger d'ici 2027. Moi, il y a un truc qui me terrorise à titre de citoyenne et de téléspectatrice, c'est que chaque phrase énoncée
un tant soit peu avec de la conviction, devient une vérité qu'il est très compliqué de faire marche arrière. Certains politiques s'en sont fait une spécialité, enfin, les gens qui sont très péremptoires à des endroits où il est très facile de vérifier qu'ils disent n'importe quoi, mais que quand on leur oppose la contradiction derrière, il y a un côté bah voilà, c'est ça, bah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que vous représentez l'élite, donc forcément, vous parlez d'un Olympe, vous parlez d'un lieu qui est socialement défini, et donc vous n'avez pas droit au chapitre, et donc c'est comme ça qu'on vous délégitime. C'est hyper dur. Enfin, il suffit de voir ce qu'a fait Sarkozy en sortant de son audience jeudi dernier quand il a été condamné, c'est-à-dire un propos ultra radical sur la justice qui devrait provoquer une levée de bouclier chez tous les journalistes, tous les magistrats, enfin tous ceux qui ont accès à un micro, et c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre des gens, et quand on essaye de le contredire, ça prend plus de temps, ça prend des arguments, ça prend de la technicité, et forcément ça a moins de temps d'antenne que les phrases péremptoires. Plus proche en tout cas dans l'Hexagone, mais pas moins marquant parmi les sujets que tu as produits pour l'émission. On est en mai, je crois que c'est en 2020, et c'est le premier jour du déconfinement en Seine-Saint-Denis. Et le confinement dans les petits appartements des immeubles d'Aulnay-sous-Bois, c'était compliqué ? C'est dramatique, sincèrement, c'est dramatique. On entend les voisins, les enfants qui pleurent parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Je faisais du télétravail, c'était très dur de faire du télétravail dans ces conditions. Et en même temps, je m'occupe de mes parents, en même temps que je fais du télétravail. Et j'avais du mal à me concentrer sur une tâche, que ce soit eux ou le travail. C'était presque impossible de se concentrer vraiment sur une des tâches. On parlait de l'angoisse que peut générer d'aller sur des zones de conflit. Et je trouve que je ne sais pas pourquoi ce sujet-là m'a particulièrement marqué en fait. De dire que je l'avais pas réécouté. C'est très près en fait. Ouais, absolument. C'est très près, c'est à 30 minutes de taxi, c'est moins d'une heure de métro. Et c'est vrai on se rendait compte tout le monde, c'est une période où tout le monde se plaignait du confinement, c'est quand même chiant d'être enfermé chez soi et tout. Et en fait, on va à un jet de pierre de Paris, et c'est plus que chiant d'être enfermé chez soi, ça rend fou en fait. Quand on vit dans des tout petits appartements, dans une famille de 5. Avec la charge d'autres gens également. Avec la charge d'autres gens dans des immeubles dont on connaît la condition. Ça c'était des réalités sociales dont on parle pas assez, et dont le quotidien avait eu la bonne intelligence de parler au moment du confinement. Quels sont les sujets qui, toi, je ne peux pas dire t'excitent le plus, parce que là n'est pas le propos quand on est journaliste, mais sur lesquels tu aimes, enfin les terrains sur lesquels tu aimes aller? Moi, je fais surtout la politique française et de l'international, mais surtout de la politique française, surtout en ce moment. Et la politique française qui m'intéresse le plus, c'est de suivre l'extrême droite, quoi. C'est une drôle de marotte. Je pense que c'est lié aussi au sujet du livre. Bien sûr. Et de voir la manière dont ils engrangent les victoires culturelles et les victoires dans la bataille des idées, c'est assez hallucinant sur à peu près tous les sujets, que ce soit sur la justice, sur le régalien, sur l'international, sur l'écologie. Enfin, ils avancent en avançant des petits drapeaux comme ça, et leur discours infuse chez les autres partis politiques à droite. Et moi, je trouve ça fascinant à observer et terrifiant à vivre. Est-ce que tu es optimiste? Non. Bah non. Après, j'ai les mains dans le cambouis. Enfin, c'est comme un policier qui étudie la délinquance tous les jours. Il n'est pas optimiste non plus. Donc, c'est peut-être une déformation professionnelle, et je m'intéresse, c'est vrai, à ce qui ne va pas. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste sur la direction que prend notre pays. Un peu de lumière en musique, si ça te va. Oui, j'ai l'impression de... J'ai choisi Silk Sonic, c'est Anderson .Paak et Bruno Mars, on écoute Skate. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr. Et à la désannonce de ce titre, Paul Gasnier, paf, la patate chaude. Oui, généralement, moi je dis, tu sais, Inspector North, le truc qui a été créé par Todd, et je laisse mon interlocuteur finir. Moi je dirais Terrier, mais je pense que c'est Terger. Moi je fais Terge, je fais toujours à la franchouillarde, tu vois, Todd Terge. Ouais, un peu Inspecteur Clouseau pour le coup. Mais il faut le dire sûr de soi, c'est Todd Terge. Ouais. C'était donc le choix de Paul Gasnier. Pourquoi ce titre ? Parce que je le trouve assez entraînant, et c'est toujours la même chose, mais on s'en lasse jamais, ce qui est un tour de force en musique. Très bien. C'est la dernière formalité de l'émission, c'est un questionnaire sur tes souvenirs musicaux. D'accord. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Okay. Je te demande pas de justification et je ne te juge pas. C'est faux. C'est faux, mais évidemment que tu juges. C'est faux. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Allez, quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, selon toi ? On parlait de Pete Doherty, les Libertines, Can't Stand Me Now. Très bien. Le titre de ton adolescence ? Le titre de mon adolescence... Alors pardon, je vais répondre. Can't Stand Me Now pour l'adolescence, et pour l'enfance, je dirais tout l'album Abbey Road des Beatles. Très bien. Que mes parents écoutaient en boucle, donc moi aussi. Ton hit de karaoké?
Céline Dion, pourquoi tu m'aimes encore? Ça te sera évidemment resservi comme dossier à l'avenir. Évidemment, sache-le. d'ailleurs, je vois que tu juges. Non, non, pas du tout. Ou que tu partages ce choix. Moi, je suis très sous le vent, mais parce que je suis dans le collectif. Il y a deux écoles. Les duos. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. C'est un titre que j'ai écouté en venant ici, figure-toi. Ouais. C'est God Bless America de Lee Greenwood, qui est le titre sur lequel Donald Trump entre sur scène à chacun de ses meetings. Et comme j'ai fait pas mal de meetings de Donald Trump dans les campagnes présidentielles et des midterms ces dernières années, c'est un titre que j'ai malgré moi écouté en boucle et qui est rentré dans ma playlist. God Bless the USA. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Là tu vas dire je suis vraiment ringard, je sais pas, Femme Like You, Femme Like You généralement Camaro. C'est assez efficace, ouais. Non, mais très bien, je ne juge pas. Si, je juge. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Le titre qui me fait sortir de la piste de danse. Ah, il y en a un que tout le monde adore mais que je déteste, c'est Kids de MGMT. Je sais pas, déteste cette chanson. Enfin, j'ai développé une aversion pour ce titre depuis qu'il est sorti. Enfin, c'est presque. C'est le côté transcollective qui te. Non, je trouve ça niais, je trouve ça criard, nasillard. Enfin, ce titre m'énerve et à chaque fois que ça commence, je mets mes doigts sur les oreilles. Ta chanson de comédie musicale préférée? Alors, c'est niche, c'est un film Bollywood qui est sorti en 1995, qui rentre dans la catégorie comédie musicale, qui s'appelle Dil Wale Dulhania Le Jayenge, qui est le film qui a fait de Shah Rukh Khan une énorme star. Et ça, c'est ma comédie musicale à moi. Toute la BO. Puisque tu as vécu en Inde, oui, et que je parle hindi, ce qui aide. Mais même si on connaît rien à l'Inde, c'est vraiment entraînant et toute la BO du film est géniale. Le film est pas ouf, il dure 3h30, mais il ne vaut que pour ses musiques. Dil Wale Dulhania Le Jayenge. Et enfin, pour terminer, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Gigi Lamoroso, Dalida. Oh, waouh! Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'elle m'a jeté un sort avant de mourir, c'est tombé sur moi. Toi, tu vas m'avoir en tête. Et t'as l'impression qu'elle te parle directement, évidemment, puisque c'est une adresse directe. Et puis je suis très sensible à l'accent italien et je sais pas pourquoi Gigi Lamoroso, c'est un truc qui n'arrive pas à sortir. Très bien. Aidez-moi. Tu peux pas un numéro vert? Non, ce qu'on peut faire pour la faire partir, c'est t'en proposer une autre, mais je suis pas sûre que ce soit mieux. C'est quoi? C'est-à-dire que moi, ça fait, je sais pas, quasiment une semaine qu'on a reçu Ramzi Bedia et Laurent Lafitte et que j'ai en boucle dans la tête qu'il y a du caca-kaki, donc c'est vraiment un choix. Ce sera mieux, vas-y. Mais non, non, je crois que c'est vraiment mieux Dalida. Bon, arrêtons ce débat. Merci mille fois Paul Gasnier d'être passé par ce studio. Je rappelle que La Collision s'est publiée chez Gallimard et je le redis encore une fois, je m'en fous, je me répète, c'est absolument remarquable. Merci beaucoup. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club.